ça pourrait peut-être être compris, et ce serait mal de comprendre, comme on ouvre un monde, c'est-à-dire qu'on ouvre un autre régime de réalité. C'est pas du tout en ce sens-là. Ce réel qui est au cœur de la réalité et qui rend possible toute réalité, donc cette ouverture qui est au cœur de notre être, qui est au fondement de notre être, mais qui en même temps met en œuvre l'art de la magie, eh bien, c'est... j'ai perdu le fil. J'ai commencé ma phrase, j'avais l'idée de la fin, et j'ai perdu la fin. Et des fois, un escamotage comme ça. Vous pouvez m'aider ou pas? Peut-être. Pardon? Un événement ouvre un monde. Oui, un événement ouvre un monde, tout à fait. Mais ce monde qu'il ouvre, c'est pas un autre monde, c'est pas un autre régime de réalité. Le réel s'inscrit au cœur de la réalité parce que c'est le réel qui rend possible la réalité. La réalité, c'est quelque chose qui est donné, alors que le réel, c'est quelque chose qui est donnant, c'est-à-dire qui rend possible le fait qu'il y ait un monde pour nous. Donc il faut, je pourrais dire, je pense que phénoménologiquement, ça rejoint, on pourrait dire, le mystère de la conscience humaine. Le fait que nous sommes des êtres de conscience, eh bien c'est, je le comprends comme ça actuellement, c'est une ouverture radicale, c'est une ouverture qui est à l'origine de notre être à chaque instant, et qui fait que nous sommes des êtres à monde. C'est un éthologue qui utilisait cette expression. Nous sommes des êtres à monde, c'est-à-dire des êtres pour lesquels il y a un monde et un monde possible qui se déploie avec une profondeur, avec des objets stables, stabilisés, etc. Donc, par rapport à la question de laquelle j'étais partie, ah non, je vais dire quand même un mot parce que c'est aussi un des grands thèmes de mes recherches, mais là, je n'ai pas du tout le temps de le développer, c'est le rapport entre le visible et l'invisible. Je voudrais en rajouter une couche par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est qu'on croit souvent, ce matin d'ailleurs on parlait de détournement d'attention, je disais que détournement d'attention en fait c'est un contresens ou c'est une contre-vérité par rapport à l'art de la magie parce que le magicien ne détourne pas l'attention. D'ailleurs quand on a été magicien de close-up, et il doit y en avoir un certain nombre dans la salle, on ne pourrait pas assurer notre spectacle et notre effet magique sur le détournement d'attention parce que souvent on a des gens qui sont derrière, on a même des fois des enfants ou des gens qui sont accroupis derrière nous, donc on ne pourrait pas assurer le détournement de l'attention de tout un chacun. Le détournement d'attention nous porte à quelle attention? Nous porte à se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'attention? Et qu'est-ce que fait le magicien aussi? Est-ce qu'il détourne l'attention? Moi je dirais non. Le magicien, il guide notre attention. Et qu'est-ce que c'est que l'attention? C'est essentiellement, d'un point de vue perceptif et cognitif, un acte d'interprétation. Donc je rejoindrai tout à fait ce qui a été dit précédemment, mais c'est pour le redire aussi autrement, avec mes mots. Je dirais que souvent le public, ça c'est une contre-vérité, croit que le magicien cache quelque chose, qu'il y a une scène, on pourrait dire perceptive, qui échappe à la perception du spectateur. Il n'en est rien, c'est beaucoup plus subtil l'art de la magie. Pourquoi? Ça c'est aussi les phénoménologues qui nous l'ont appris, parce que cet invisible se niche au cœur même, au creux même du visible. C'est-à-dire que l'invisible n'est pas un ailleurs du visible, pour le dire autrement avec mes mots. L'invisible n'est pas un ailleurs du visible, l'invisible s'inscrit au cœur même du visible. Donc, pourquoi ça c'est intéressant pour un artiste magicien, quand on est, voilà, à la fois, quand on orchestre un tour de magie et quand on crée aussi des tours de magie, quand on les met en scène, qui est aussi une autre forme de création, eh bien, on va s'appuyer sur quoi? On va s'appuyer principalement sur le fait que l'invisible est au creux du visible. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que l'invisible est au creux du visible? Eh bien, c'est le fait que notre système cognitif est un système qui est en lui-même et par lui-même illusionniste. C'est-à-dire que c'est le réel la réalité que l'on croit pouvoir embrasser de tout notre regard. En fait, ça c'est une croyance que je pourrais qualifier en ces termes. Cette croyance, on pourrait dire, c'est une illusion de transparence. Une illusion de transparence, c'est-à-dire qu'on croit, quand on assiste à une scène perceptive, on croit que l'on a accès à tout ce qui se passe, à tout ce qui se produit, à tout ce qui arrive. Alors ça, c'est une illusion. Je pense que votre question aussi de tout à l'heure intégrait aussi cette dimension-là. En fait, nous ne percevons que ce qui fait sens. J'avais cette formule dans ce petit ouvrage il y a quelques années.
qui disait, le problème, ce n'est pas vous savez cette formule, vous connaissez cette formule, il faut le voir pour le croire. Vous connaissez cette formule célèbre, il faut le voir pour le croire. Et donc j'avais un petit paragraphe qui disait non, il faut le croire pour le voir. Donc le magicien travaille sur nos croyances en fait, travaille sur nos interprétations, oriente nos interprétations pour qu'effectivement on puisse interpréter dans un sens univoque un certain nombre de gestes, un certain nombre de situations que met en œuvre, que met en scène l'artiste magicien. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va à l'encontre d'une idée reçue, d'un poncif qui est souvent dans l'esprit du public, qui est de croire que le magicien cache ou on pourrait dire met à l'écart un certain nombre de micro-actions ou de gestes subreptices qui pourraient échapper à la perception. Non, c'est beaucoup plus fin, c'est-à-dire que quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur cette question-là, j'ai présenté un effet magique, tout simplement avec deux objets. Comme M. Pouzard, j'aurais pu arriver avec des objets et vous le faire, mais pour le coup, ça ne sera pas le cas. Mais avec simplement un briquet et une cigarette, vous pouvez embrasser la scène perceptive de votre regard. J'ai des gestes qui sont très simples, qui consistent à porter à ma bouche une cigarette et à porter le briquet à ma bouche, et dans ces gestes de déplacement, dans ces gestes qui amènent la cigarette à ma bouche et le briquet à la cigarette, et bien dans ces mouvements-là, à la fois la cigarette et le briquet disparaissent. Cet effet n'est pas de moi, hein, c'est un magicien qui s'appelle Socrate qui l'a créé, qui l'a inventé, qui l'a joué aussi. Et donc c'était un effet qui me semble tout à fait révélateur de cette dimension de l'invisible au cœur même du visible. Et de quelle manière on s'appuie sur les attentes, sur les anticipations, ça j'ai pas eu le temps vraiment de le développer, mais sur les anticipations perceptives et sur les attentes cognitives du spectateur pour pouvoir évidemment soustraire à sa perception un certain nombre d'éléments. Donc je vais terminer sur ce par quoi j'avais commencé. En quoi l'art de la magie nous initie à la magie de l'existence, après ce petit excursus du côté du rapport entre le visible et l'invisible. L'art de la magie nous initie à la magie de l'existence dès lors que l'on peut connaître à cette effectivité de l'effet magique, c'est-à-dire à ce surgissement radical qu'est tout effet magique, donc à cet événement de l'apparaître, pour le dire encore avec d'autres mots, ce que j'avais utilisé tout à l'heure. Quand on est spectateur, et ça je l'ai vécu de nombreuses fois, eh bien on peut être comme une sorte de... Si on est dans cette posture d'ouverture qui fait suite à ce vide, et donc à cette déprise de la conscience technique ou objectivante, eh bien on en arrive à être ouvert à ce jaillissement qui est tout effet magique, et donc à être, on pourrait dire, soulevé par tout effet magique. Et là, ça nous amènerait à des dimensions existentielles liées à l'effet magique au sens de l'effet qui fait suite au surgissement, qui sont de l'ordre de l'émerveillement, qui est une expérience extatique, une expérience d'extase, on pourrait dire intérieure, de dilatation, et donc une expérience de joie, puisque le propre de la joie, c'est d'être une dilatation du moi. Donc on pourrait aller jusqu'à l'émerveillement, jusqu'à la joie. Et pour le coup, on retrouverait vraiment l'inspiration bergsonienne et Yankelevitch. Hein, les principaux livres de Bergson ou Yankelevitch se terminent souvent sur la joie. Relisez La pensée et le mouvant, par exemple. Eh bien, la joie que peut nous offrir aussi la magie, et là je suis par-delà le plaisir et par-delà l'agrément, la joie, c'est le fait de pouvoir épouser, se faire être créateur, qui est tout effet magique, donc de pouvoir à nouveau, moi-même, être, on pourrait dire, cette création en acte qui est tout effet magique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si on a le temps.